Et bien voilà, petit déjeuner traditionnel dans cette ville de Corning avec pancakes aux myrtilles s'il vous plaît, mais avec sirop d'érable. Et celui-là il a l'air super sympa parce que d'habitude ça peut être super étouffe chrétien. Et une omelette champignons jambon avec des French toast. Donc, et puis voilà, du thé. On est dans les 13 colonies et donc les contes et légendes prennent ici vie. On est dans un pub standard, mais ici, eh bien, on a une entrée des léprochaunes. Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui à partir de ce 31e jour de road trip dans les Finger Lakes. C'est quoi les Finger Lakes? Eh bien ce sont tout simplement ces doigts, tous ces lacs qui s'étendent sur toute la région jusqu'aux chutes du Niagara. Mais là, on est à Watkins Glen, on était à Corning, on va remonter sur Armand. Enfin bref, on va tourner tout autour de ces lacs avec une nature qui est juste exceptionnelle. Eh bien, nous voilà dans les Watkins Glen, c'est des chutes qui sont tout simplement extraordinaires, placées dans un parc qui a été l'un des premiers parcs naturels ouverts aux États-Unis en 1863. Donc on est bien dans une époque historique encore, les 13 colonies, ça va bien avec. Et pour ceux qui aiment l'archéologie ou plus simplement la géologie, eh bien il faut savoir que là on peut remonter dans le temps et qu'avant 400 millions d'années auparavant c'était des océans. Et que depuis 12 000 ans, eh bien, les différents sédiments des océans se sont déposés et ont créé les gorges qu'il y a ici. Des gorges où là on est à une bonne centaine de mètres de hauteur au-dessus de l'eau et qui, à plusieurs périodes dans l'histoire depuis un siècle, sont pratiquement arrivés au niveau de ce pont que l'on surplombe. Et ce qui est bien surtout avec ces gorges, eh bien, c'est qu'il y a des cascades, mais à plusieurs endroits. Il n'y a pas juste une heure de marche pour arriver à chaque cascade. Il y a plein de cascades tout au fur et à mesure de la marche. Et il y a une partie ombragée, une partie pas ombragée. Et là, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu de très très gros orages. Ils sont en train de refaire complètement certains sentiers qui ont été en fait détruits à plusieurs mètres de hauteur, tout simplement par le passage des boues et des crues. Standing here alone today, a thumb within my head is brewing. I really couldn't ever say what it could end up doing. It could make me reach for the stars or sink into the depths of the ocean. Qui est le plus vieux fabricant de motos aux États-Unis? Est-ce Harley Davidson? 1903. Indian? 1901. Guess? Quelqu'un qui a été particulièrement célèbre au niveau de l'aviation également, eh bien c'est Curtiss en 1900. Faut-il être né avec une cuillère d'argent dans la bouche pour réussir? Eh bien le rêve américain prouve toujours le contraire et c'est exactement le cas également avec Glenn Curtiss. Glenn Curtiss est en effet né dans une famille particulièrement pauvre, avec vraiment des vraies difficultés. Il a commencé à travailler dès l'âge de 8 ans et il était particulièrement sportif à une époque où la bicyclette était très en vogue. Donc il a commencé en fait à bicyclette, sur ce type de bicyclette, avant de trouver que c'était très très lent. D'autant plus que pour arriver à travailler à deux endroits différents, eh bien, il effectuait chaque semaine plus de 100 miles, aller et retour, du coup avec cette bicyclette. Et il avait tellement de miles à faire et c'était
un excellent sportif dès son plus jeune âge, à tel point en fait qu'il a gagné petit à petit un grand nombre de courses et est devenu un sportif accompli. Et que fait-on quand on est un sportif accompli? On cherche à aller un peu plus vite, à une époque où aussi il avait commencé à voir qu'il y avait des moteurs qui commençaient à exister. Il a d'abord commencé par acheter un moteur et à monter une moto. Ses premières motos s'appelaient d'ailleurs des Hercules avant qu'il apprenne que cette marque était déjà utilisée ailleurs et avant de reprendre son nom, bénéficiant de l'aura qu'il avait en tant que sportif, ayant remporté de nombreux prix. Et donc les premières Curtis, les premières motos sont là. Curtis commence donc à construire sa première moto en 1900, puis 1901 et en 1902, il commence déjà également à vendre ses motos de façon un petit peu plus large et c'est également en 1902 qu'il a l'idée du premier bicylindre et on a ici le premier V-Twin créé en 1902. Les années coulent très vite où il va se développer au niveau de l'aviation, au niveau des dirigeables, mais également construire un V8. Vous imaginez un V8 en 1907, un V8 tellement efficace qu'il va en équiper une moto qui va aller courir sur le sable de Ormond Beach en Floride et battre l'un des records de vitesse les plus prestigieux puisqu'il va devenir l'homme le plus rapide au monde en 1907 sur sa moto, un record qu'il va maintenir et détenir jusqu'en 1930, en tout cas pour la moto, puisqu'il sera battu quelques années plus tard au niveau de l'automobile. Un an après son record de vitesse mondial, en juin 1908, Curtis va battre un nouveau record et tout simplement faire le premier vol réel en avion avec un moteur à la fois pour le décollage, le vol et l'atterrissage, battant ainsi à l'époque les frères Wright. L'histoire de l'aviation se passe également en France où Curtis ira à Reims remporter un nouveau prix en 1909, ce qui sera suivi très rapidement par la fabrication d'hydravions qui seront alors vendus à l'armée américaine. Vous l'avez compris, Curtis était un sportif émérite, un ingénieur et un industriel. Donc quand on voit ici les quelques réalisations et notamment un moteur avec un 6 cylindres en ligne, s'il vous plaît, mais également des 8 cylindres ayant équipé les différents modèles de moteurs d'avion et dans l'aviation jusque dans les années 30. Si le musée Curtis est essentiellement centré sur l'aviation et on voit encore ici un Curtis Oriole, on va y trouver également ces motos avec un modèle d'Oriole mais également des motos de l'époque et l'on a notamment une Simpson et une Bianchi. Domaine Le Seur, vous allez vous dire, on est aux États-Unis, c'est un Américain qui a pris un nom qui a une consonance française pour créer son domaine. Eh bien non, en fait, ce sont des Français qui ont élaboré des vins et travaillé dans des vignobles tout autour du monde, y compris en Australie, mais dans le reste de l'Europe et pas uniquement en France, et qui sont venus s'installer ici, dans les Finger Lakes, dans l'État de New York, aux États-Unis. Et qu'est-ce qui fait la différence? Voilà, ils ont apporté toute leur expérience acquise autour du monde pour essayer de monter un vin non pas bio, mais le plus organique possible, le plus proche de la nature. Et ici, ils ne travaillent pas de façon chimique, mais un petit peu plus à l'ancienne manière, en goûtant les vins, avec cette particularité que les vignobles ne leur appartiennent pas encore. Ça veut dire qu'en fait, ils louent des parcelles de terrain qu'ils choisissent d'éligner sur différents terroirs aux alentours, des terroirs qui fournissent principalement du vin blanc, car ici ce sont principalement des Riesling que l'on trouve et très peu de vin rouge. Tout ceci pour la bonne et simple raison que l'hiver, eh bien, ça gèle, il fait froid, il neige et qu'on se rapproche plus effectivement du temps qu'il peut y avoir en Alsace. Tout le monde connaît l'importance des vins californiens aux États-Unis et notamment de la Napa Valley. Et quand on pense vin US, américain, on pense immédiatement à la Napa Valley. Et pourtant, la deuxième plus importante région en termes de vin, ce sont bien les Finger Lakes, où on se retrouve actuellement, et notamment dans l'État de New York. Et ici, il y a un certain nombre de vignobles et de domaines, avec une préférence importante pour les blancs, parce qu'on se rapproche d'une saisonnalité qui se rapproche de l'Alsace chez nous, donc avec des lacs qui gèlent et du froid et de la neige l'hiver, donc avec un temps
de maturation moins important des grappes de raisin, mais il n'empêche qu'il monte en termes de puissance et en termes de qualité et de diversification, puisque l'on trouve également ici un certain nombre de rouges et naturellement quelques rouges. Sometimes I wonder why I end up doing what I'm doing. It was long ago. Katie was lovely, she was the queen of my nights. Lay in the dark with the radio playing low. I sing until we share. On the day we moved, I was caught like a wildfire out of control. There was nothing left to burn and nothing left to prove. Well, I remember what she said to me, how she swore it never would end. Remember how she held me oh so tight. I wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, but I was running against the wind. I was young and strong, but running against the wind. It was long ago. Katie was lovely, she was the queen of my nights. Lay in the dark with the radio playing low. I sing until we share.